Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à Débat de presse de ce dimanche pour ce numéro de votre rendez-vous avec les éditorialistes de la presse au Burkina Faso. 4 sujets ou 5 sujets convoqués au débat. D'abord, le G5 Sahel et les doutes de plus en plus prononcés des partenaires du Sahel. Ils sont nombreux, ces populations du Sahel qui ne comprennent plus grand-chose dans l'attitude de la France dans son soutien à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au sud du Sahara. Et au sud du Sahara, donc, on se demande, on se pose des questions de plus en plus récurrentes sur la volonté du partenaire français à réellement jouer sa partition dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Que s'est-il donc passé avec le G5 Sahel? Pourquoi tant de retard dans l'opérationnalisation de la force conjointe? L'argument des moyens financiers suffit-il pour justifier cette lenteur? Ou y a-t-il d'autres raisons qui poussent aujourd'hui à ne pas avoir un soutien franc? Y a-t-il des agendas cachés ou non des uns et des autres? Débat de presse ouvre le débat ce matin sur le sujet. Deuxième sujet convoqué au débat, le report du congrès extraordinaire du CDP et les sorties de cadre Désiré Ouédraogo. L'aile Désiré Ouédraogo est-elle en train de récupérer l'ancien parti au pouvoir ou est-ce simplement l'expression d'une démocratie interne au parti de Blaise Compaoré? Le CDP risque-t-il une fois de plus d'imploser comme certains observateurs ont pu le penser? Quel est le seuil tolérable pour éviter cette implosion? On en discute ici et ce matin. Et puis ce matin également, troisième sujet de ce dimanche, la reprise du procès du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso avec les plaidoiries de la partie civile. Entre plaidoiries qu'on a pu qualifier de surprenantes et incisives et les avocats qui défendent les victimes affichent clairement leurs attitudes. En effet, pour certains défenseurs de la partie civile, il faut éviter de mettre tous les accusés dans le même sac, car n'ayant pas posé les mêmes actes, et même si c'est le cas, ces accusés ne se sont pas assumés au même degré. Et pour d'autres avocats, contrairement à des allégations de certains accusés, ce procès n'est ni politique, ni volonté quelconque de vengeance pour ces auxiliaires de justice. Si c'était le cas, on aurait pu simplement éliminer les auteurs du coup d'État dès le lendemain de leur arrestation. Finalement, l'issue de ce procès, est-ce que le droit sera-t-il réellement dit? Comment réconcilier les cœurs après tant de blessures causées par des Burkinabés sur d'autres Burkinabés? On en parle ce matin. Autre sujet, ce matin, c'est le BEPC et les résultats quelque peu catastrophiques de l'édition 2019. Qu'est-ce qui n'a pas marché à cet examen? Ces résultats reflètent-ils enfin le vrai niveau de l'école burkinabé? Comment situer les responsabilités dans cet échec? Faut-il craindre pour les autres examens à venir, notamment le baccalauréat? La réponse avec nos invités dans quelques instants. Et enfin, dans cette émission, nous évoquons la Côte d'Ivoire et le Ghana qui viennent de parvenir à un accord historique dans la vente du cacao au plan international. Ces deux pays viennent enfin de décider de ne plus vendre leurs produits en dessous d'un prix plancher de 2600 $ la tonne, soit 1,5 million de francs CFA. Comment comprendre une telle position? Est-ce une entente de raison ou d'intérêt? On en parle dans le débat de presse. Et pour en parler, nous avons avec nous Dieudonné Zoungrana, directeur de publication de Aujourd'hui au Faso. Bonjour Dieudonné. Bonjour. Merci de venir répondre à l'invitation du débat de presse. Deuxième invité à débat de presse, Bourema Ouédraogo, directeur de publication de Le Reporter. Bonjour. Bonjour Fousseini. Merci d'être là. Troisième invité à débat de presse, Yacinthe Sanou, directeur des rédactions de Omega FM. Bonjour. Bonjour Fousseini. Merci d'être là. Et enfin, quatrième invité, Xavier Belem-Niégré, rédacteur en chef de Radio Burkina. Bonjour Xavier. Bonjour Kindo. Bonjour. Merci d'être là. Très rapidement, Dieudonné Zoungrana, le G5 Sahel et les doutes de plus en plus prononcés des partenaires du Sahel. Les gens commencent à s'impatienter du retard qu'a pris la mise en œuvre effective de la force conjointe. Est-ce que vous comprenez cette impatience? Oui, je la comprends en partie parce que même ceux qui sont au cœur de cette opération
qui a remplacé Serval, parce que vous savez que Serval a bouclé ses services le 31 juillet 2017 et a été remplacé par Barkhane. Donc ceux qui émettent des doutes, qui sont habités par ce doute, ont raison, parce que de plus en plus, on constate que malgré cette foultitude de forces antiterroristes, parce qu'il n'y a pas que Barkhane, il y a le G5 Sahel, il y a Barkhane, il y a le MINUSMA, il y a une foultitude de forces antiterroristes. Malgré cela, ces forces déployées dans la bande sahélo-sahélienne, on est loin d'être en présence d'un terrorisme résiduel aujourd'hui. Le terrorisme est toujours là. Ce n'est pas un terrorisme résiduel. Donc, il est toujours là, la menace est toujours là. Et on citera quelques doutes émis par des personnalités. Il y a d'abord même le général Anena Ould Sidi, c'est-à-dire le patron du G5 Sahel, de la force mauritanienne, qui était l'invité de RFI le 14 juin dernier, qui a pointé quand même quelques incidents. Non seulement il pense que les promesses émises en février 2018 ne sont pas libérées à temps. Il y a une lenteur telle qu'il ne comprend pas. Et puis l'opérationnalisation même, c'est-à-dire le jalonnement des 5000 hommes même actuellement, pose problème. Il y a ça. Et il y a le fait aussi que, après le sac du QG à Sévaré, vous savez que ça a été déménagé à Bamako, et avec ça, il y a une vraiment pratiquement... où les populations riveraines refusent. Et aujourd'hui, il y a même un sentiment anti-français, anti-force vraiment extérieure. Et vous voyez qu'au Mali, il y a tout le temps des marches. Je citerai également la sortie du général Clément Bollet, qui a été le commandant de la Licorne, et qui émet de lui, il dit qu'on va droit au mur et que c'est la descente aux enfers. Carrément, il a été vraiment, il a des propos vitrioles, et parce que lui, il pense qu'en réalité, ce n'est pas une force conjointe, mais c'est des patrouilles mixtes qui sont en train de se déployer dans le désert, dont lui, il doute que vraiment la finalité de cette opération-là aboutisse, parce qu'il ne croit pas. Bon, enfin, on a notre ministre de la Défense, et si Chérif, qui a vraiment... Bon, je trouve que peut-être la charge n'était pas... Le ton n'était pas véhément, mais la charge quand même était au vitriol. Même si, soit dit en passant, je déplore le fait que ça soit dans un journal sud-africain que le ministre de la Défense burkinabé ait fait cette sortie. Il aurait pu choisir, en tout cas, un média burkinabé ou français. Mais à sa décharge, il est allé voir ce qui se passe... en Afrique du Sud. Oui, non, je sais, mais malgré ça, il aurait pu réserver sa sortie à un... Mais bon, peut-être aussi que les journalistes burkinabés ou français ne sont pas allés vers lui. Mais soit dit en passant, bon, je déplore que, généralement, par exemple, une telle sortie, ça aurait été plus opportun que ça soit dans un média burkinabé ou français, parce que nous sommes les premiers concernés. Bon, qu'à cela ne tienne, bon, il a choisi le My and Guardian sud-africain, pour les raisons que vous évoquez. Donc, il y a eu cette charge, et qui est quand même assez significatif, sous réserve que des voix plus autorisées françaises répondent. On peut dire quand même que le ministre de la Défense, bon, il rue quand même dans les brancards, parce qu'il ne comprend pas qu'avec cette force française, 4000 hommes déployés dans le sable sahélien, avec les drones, les hélicoptères et tout, on n'arrive pas à éradiquer ce terrorisme-là. Mais moi, je me pose aussi quelques questions. Est-ce que réellement Barkhane peut éradiquer ce terrorisme asymétrique-là? Oui, mais nous parlons de la mise en œuvre de la force conjointe, le G5 Sahel, puisque l'idée est de faire défendre le Sahel par les Sahéliens. Mais là, on l'a dit, le G5 Sahel, vous voyez, le G5 Sahel se bute à deux problèmes, dont le problème majeur est la récolte des fonds. On ne peut pas compter, ça c'est évident, on ne peut pas compter, parce que c'est quoi? Ceux à qui nous demandons, on demande l'argent au niveau bilatéral,
à la France, à l'Allemagne, et on va à l'ONU encore tendre la sébile de façon multilatérale. Or, c'est les mêmes. Si vous prenez les 5 pays qui pèsent au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est quoi? C'est la France, c'est l'URSS, c'est les États-Unis. Or, c'est les mêmes à qui nous demandons de l'argent. On va là-bas encore, on demande là. Il y a ça. Il y a le fait aussi que les États-Unis ne veulent pas que cette force-là soit chapeautée par la sous-charte chapitre 7 de l'ONU, qui fait que on devait en tout cas rendre le G5 robuste, c'est-à-dire contéant. Trump n'en veut pas, et c'est vraiment une faiblesse, un signe du G7. Il y a ça. Il y a le fait aussi que, bon, il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui la guerre c'est un business. La guerre, c'est un business. Ceux à qui nous demandons de l'argent, c'est en même temps aussi les plus gros vendeurs d'armes. Ça, c'est une des raisons. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. Comme je le dis, qui paye la guitare doit pouvoir imposer la mélodie qui sonnera bien, qu'on doit lui séréner à l'oreille. Bon, on demande aux Français à tout de venir nous aider vraiment pour notre sécurité. Mais qu'est-ce que ces gars-là, vraiment, les gars veulent voir clair avant de... Qu'est-ce qu'ils gagnent? Parce qu'ils vont venir, mais pourquoi ils vont venir? Déjà, Barkhane coûte pratiquement 1 million d'euros par mois. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui font que moi, je suis circonspect sur vraiment l'aboutissement de ce G5 Sahel. Il faudra vraiment qu'on réoriente ça vers... Sinon, on ne va jamais... Bon, en tout cas, ça va être difficile de boucler le budget pour l'opérationnalisation de cette force-là. Oui, Bourema Ouedraogo, est-ce que c'est votre avis qu'on a mis la charrue avant le bœuf? Je crois que sur ce même plateau, on avait échangé effectivement déjà sur les G5 Sahel et on avait dit que cette force-là ressemble à une sorte de déresponsabilisation des États parce qu'on ne sous-traite pas les questions de souveraineté, on ne sous-traite pas les questions de sécurité, on ne sous-traite pas les questions de défense du territoire. Or, nos États se sont montrés incapables d'assurer, effectivement, que ce soit, vous prenez le Burkina Faso, à la limite la Mauritanie à une certaine moindre mesure, mais tous les autres pays, les 4 autres pays, il a fallu de temps en temps, effectivement, une contribution des forces externes, notamment les Français ou les Américains, pour rétablir un peu des situations difficiles. Et quand on se retrouve dans cette situation-là, vous réunissez dans ces pays qui, pas les moyens, n'avaient déjà pas les moyens matériels, effectivement, de pouvoir assurer, sécuriser le territoire. 2, n'ont pas apparemment l'organisation qu'il faut et la formation même militaire, effectivement, qu'il faut pour effectivement assurer ces questions-là. Finalement, on se retrouve dans un groupe où, effectivement, moi j'ai comme l'impression que, comme on l'a toujours dit, l'éléphant annoncé va même pas arriver. Il va se casser les 4 pattes en coup de route. Parce que, tel que c'est parti, on n'a pas les moyens, il faut aller demander. Ceux qui ont les moyens, effectivement, sont les mêmes qui semblent avoir des intérêts ou qui préfèrent traiter de façon bilatérale. Les Américains ont dit clairement qu'ils ne veulent pas financer les G5 directement. Ils préfèrent financer, apporter des soutiens financiers aux différents pays des G5 Sahel en bilatéral. D'autres pays sont dans cette dynamique. Mais quand vous créez un groupe comme ça et que vous comptez effectivement sur la communauté internationale pour la faire fonctionner, ça pose un gros problème. Deuxièmement, quand on regarde effectivement les observations faites par les professionnels ou les acteurs qui ont effectivement une certaine maîtrise de la réalité, que ce soit déjà le général, le commandant en chef du groupe lui-même déjà doute de la capacité effectivement des États et des différents groupes à pouvoir mettre en place cette force-là parce que les moyens manquent terriblement. Le général Bollet l'a dit, le général français l'a dit clairement, on va droit dans le mur, c'est parce que, et c'est pas seulement pour les G5 Sahel, mais et lui, sa position, et même prend en compte même Barkhane, parce que tel que ces forces-là sont mises en place, et ils doutent sérieusement que du point de vue opérationnel, ils arrivent effectivement à impacter durablement la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et il a dit, et quand le ministre de la Défense burkinabé, enfin, doute lui-même déjà effectivement de l'efficacité de ce groupe, moi je crois effectivement qu'il faut que les gens, qu'on arrête effectivement de se chatouiller pour rire et regarder fondamentalement est-ce que c'est vraiment la réponse. Si on s'est trompé,
il n'est pas temps de faire marche arrière et de se réorganiser autrement, parce que même les populations commencent, quand on voit les populations maliennes qui refusent d'accueillir les sites du G5 Sahel, parce que estimant même que la proximité du QG est une menace pour leur propre sécurité. Et ça doit attirer l'attention aussi des gouvernants. Il ne suffit pas de jouer, de faire des rencontres, de se faire des sommets avec 5 mousquetaires qui veulent, qui tiennent des discours, nous allons vaincre le terrorisme. Ce n'est pas le discours, on ne vaincra pas le terrorisme par le discours. Il est vrai effectivement que ce n'est pas par la force militaire uniquement, mais il faut que les chefs d'État de ces 5 pays et tous les autres pays. Et je crois aussi que les G5 Sahel aussi partent avec une limite congénitale. Il aurait été intéressant effectivement d'inscrire cette dynamique de la lutte contre le terrorisme dans le cadre des institutions qui existent déjà, comme la CEDEAO, qui a une force conjointe en attente et qu'on aurait pu effectivement trouver les moyens effectivement de mobiliser les voisins, parce que la preuve en est que quand on fait une opération à la frontière, dans la forêt, les gens de l'Est, les terroristes se retrouvent au Bénin et au Togo. Donc il aurait fallu effectivement qu'on aille au-delà de ces 5 pays du Sahel-là pour prendre en compte toute la dimension CEDEAO, et on aurait été beaucoup plus efficace. Et on se serait passé d'une autre organisation qui coûte extrêmement cher et en termes d'organisation, en termes de fonctionnement, alors que ce fonctionnement, les ressources liées à ce fonctionnement-là, peut-être que si on le mettait dans la CEDEAO ou dans l'effort de la CEDEAO, on aurait été beaucoup plus efficace. Oui, et Yassine Sanou, c'est vrai que Dieudonné l'a relevé, Bourema également, les armées de ces pays du Sahel n'ont pas cette capacitation à pouvoir peut-être faire face à l'hydre, à une nouvelle unité. Et il y a un partenaire quand même de taille qui est la France. Est-ce que quelque part, tout le monde joue franc jeu dans cette affaire? Alors, c'est la bonne question à poser dans cette affaire, parce que ce soit du côté des pays membres du G5 Sahel, que ce soit des partenaires, il y a à se demander jusqu'où les uns et les autres sont véritablement impliqués. On a essayé de déchiffrer la problématique du G5 Sahel, qui malgré tout a pu mener certaines opérations. Il faut signaler quand même qu'elle a pu mener au moins 3 opérations depuis le début de l'année. Comment ça a pu se faire, et pourquoi on ne peut pas commencer à perdurer ces opérations, et pourquoi on ne peut pas lever le goulot d'étranglement? On a vu un peu les yeux d'où à Merkel pour qu'elle travaille en tout cas sur ce volet, en tout cas du goulot d'étranglement de financement du G5 Sahel. Pourquoi jusqu'à présent, 3 ans après, on n'arrive pas à lever ces différents goulots? Ça ramène donc à la question de l'implication des différents acteurs. Lorsque vous avez un monsieur armé d'un gouvernement membre du G5 Sahel qui fait appel à la force française pour une opération à Inata, qui fait appel à la force française pour une opération à Compiègne-Biga, mais qui doute de la volonté de cette force-là d'éradiquer le terrorisme, il y a des questions à se poser. Aujourd'hui, lorsque vous avez d'un côté, on a parlé de coopération bilatérale, des financements bilatéraux, notamment des États-Unis, qui ont offert près de 60 millions de dollars au Burkina. Lorsque vous prenez ces 60 millions de dollars en tant que pays pour une force, il y a la question de se poser, qu'est-ce que vous en faites réellement en termes de lever vous-même d'hommes, en termes d'implication dans cette force G5 Sahel. Donc, le vrai problème du G5 Sahel et d'une manière générale de Barkhane et tout ce qu'il y a comme lutte contre le terrorisme dans la zone Sahel, pour moi, c'est la sincérité des différents acteurs et aussi le franc jeu qui ne joue pas. Parce que lorsque vous n'avez pas certaines capacités, il faut honnêtement les reconnaître pour pouvoir travailler, comme on l'a dit, l'union fait la force, pour pouvoir travailler avec l'autre qui a la capacité de vous aider à le faire. Il y a des jeux politico-idéologiques qui se font, qui ne doivent pas se faire sur le plan de la guerre, selon moi. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, justement pour cette sortie de mise à défense, moi j'en doute. Je suis tout à fait dubitatif. On a essayé à notre niveau de vérifier si effectivement, à niveau de ces services, si c'était lui qui avait donné cette interview. Jusqu'à là où je parle, on n'a pas encore de confirmation ni d'information. Alors, ce qui n'est pas dit, n'est pas dit. Alors, juste, parce que pour moi, la conséquence, elle est directe. Aujourd'hui, le président du G5 Sahel, le président du G5 Sahel, c'est le président du Faso. Tout ce que vous avez comme institution du G5 Sahel, parlementaire, au niveau des jeunes, sont dirigés par le Burkina Faso. Alors, si le Burkina Faso même doute de cette institution, qu'est-ce qu'on y fait? Si le ministre de la Défense doute de cette institution, qu'est-ce qu'on y fait alors? Donc, pour moi,
s'il l'a vraiment dit, s'il doute vraiment, deux, il y a les conséquences qui doivent se Oui, Xavier. Je pense qu'en dehors du mécanisme de financement qui tarde à venir, il faut voir aussi le côté, le nationalisme qui s'émerge, que ce soit au niveau du Mali ou du Niger, pour rejeter certaines structures françaises dans ces pays-là. Ça fait que, moi je pense que ce sentiment aussi fait que les partenaires sont dubitatifs. Vous avez vu, il y a eu des manifestations au Niger où ils ont dit carrément qu'ils ne veulent plus de la France, ils ne veulent plus de l'armée française. Donc c'est des situations qui font que, moi je pense que l'armée française, ou du moins la France de façon générale, est dubitative par rapport à certaines interventions. Ça freine les interventions du G5 Sahel. Blum l'a dit, je pense qu'il fallait peut-être voir la coopération dans l'espace CEDEAO. À la décharge aussi de ces pays du Sahel, certains estiment que souvent quand ça concerne directement la France, il y a plus de diligence parfois. On a vu avec les deux otages français du Pindiari qu'on a sauvé in extremis. On a des otages au Burkina, jusqu'à présent on n'a pas de nouvelles. Et même cette situation, elle est critique parce qu'au Bénin, on accuse la France d'avoir tué le Béninois. Ça veut dire qu'ils estiment que c'est un complot organisé par la France, qui sont venus exfiltrer leurs compatriotes et ils ont joué à un jeu jusqu'à présent qui n'est pas explicite. Si vous avez vu, il y a des OSC au niveau du Bénin qui veulent attaquer la France pour l'enlèvement du Béninois qui a été tué. Donc ça veut dire que quelque part il y a un sentiment nationaliste qui s'émerge dans ces pays-là. Même au Burkina Faso, si vous avez vu, lors de la venue de Macron ici, il y en a qui n'étaient pas pour. Voilà, ils ont manifesté. Donc il y a ce sentiment. Justement. Une francophobie simplement. Il y a ce sentiment fait que la France aussi est réservée. Xavier termine et je vous donne la parole Dieudonné. Oui, ce sentiment fait que, Brema l'a dit, lorsqu'on a demandé à ce que qui je disais ne s'installe pas à Bamako, ça veut dire que, en tout cas les Maliens ont compris que la France n'est pas là pour les intérêts des Maliens, quelque part elle protège ses intérêts. Donc, il y a ce sentiment-là qui fait aussi que ça freine les actions du G5 Sahel. Oui, Dieudonné et ensuite... attardons-nous un peu sur la sortie du ministre burkinabé de la Défense. Parce qu'effectivement, pour rebondir sur ce que Yacinthe a dit, bon, en mars 2018, le Burkina est allé à l'ONU pour lancer un cri de détresse, pour que vraiment on vienne en aide au G5 Sahel, pour que les bailleurs de fonds délient le cordon de la bourse. On a fait tout un tapage. Bon. On en est là, jusqu'à présent, il n'y a rien. Le 17 décembre 2018, le président du Faso est allé signer un accord de défense avec la France. C'est il y a 6 mois. Alors, quand on signe un accord de défense, moi j'attends de voir si on pouvait avoir vraiment les détails de cet accord de défense-là, parce que oui, tout tient dans ça. Que dit cet accord de défense qui lie désormais le Burkina Faso à la France? Parce que quand un président du Faso va signer cet accord et son ministre de la Défense remet même, bon, parce que plus ou moins quand il dit, bon, je ne sais pas, lui il doit avoir peut-être les détails, les lignes de cet accord. Quand il fait cette sortie, que dit cet accord? Nous ne savons pas, mais c'est important. Souvenons-nous qu'en 98, à 99, quand on a renversé Konan Bédié en Côte d'Ivoire, il a été renversé par le Père Noël. Mais son sort s'est décidé sur justement cet accord de défense qui liait la Côte d'Ivoire à la France, parce que il y a eu un ping-pong entre Matillon et puis l'Élysée. Alors que l'Élysée disait qu'il fallait sauver le sphinx de Daoukro, il ne fallait pas laisser le coup d'État se perpétrer, Matillon disait, parce qu'on était en pleine cohabitation, Matillon disait non, on ne peut pas intervenir parce que les accords ne stipulent pas que quand un président va être renversé, c'est quand le pays, tout un pays est en danger. Donc voilà. Donc moi j'attends, si on avait cet accord, parce que là ça pose effectivement un vrai problème. On a un accord de défense avec la France, que dit cet accord? Mais maintenant, on a un ministre de la Défense qui fait une sortie en disant que la France, il ne comprend pas pourquoi la France reste pratiquement statique alors qu'elle a les moyens d'éradiquer le terrorisme qui menace un pays. Il y a quand même un problème, voilà, il y a un problème à éclaircir et aujourd'hui des voix autorités doivent situer les Burkinabés pour qu'on sache. Yacine Sanoui, réaction? Alors, comme je l'ai dit, pour ce qui est de la sortie, je demande à être édifié toujours sur la question pour être sûr que c'est bien ce qu'il a dit et que comme c'est traduit
en anglais déjà que certains propos n'ont pas été manipulés. On a vu les textes manipulés au Burkina. C'est tout à fait possible que les textes soient manipulés en Afrique du Sud. Donc déjà sur ce point, j'attends d'être édifié. Mais pour ce qui est du soutien de la France, je pense que c'est sur ce point qu'on a parlé de franc jeu. Il y a la francophobie pour moi, d'une manière générale, dans l'opinion, dans cette Afrique francophone-là qui s'exacerbe avec la jeune génération. Mais il y a aussi le positionnement d'un État. Vous ne pouvez pas en même temps rentrer dans le jeu de l'opinion pour avoir une certaine francophobie. En même temps, vous décrochez votre téléphone lorsqu'il y a 100 hommes qui sont en direction de la mine d'Inata pour demander le soutien aérien de la France, ou lorsque vous avez une mine d'or qui est occupée à Kabonga par les terroristes, vous êtes obligé d'aller demander à la France de venir vous aider à aller bombarder dans cette forêt. Donc, vous ne pouvez pas jouer sur ces deux fronts-là véritablement. Il faut à un moment donné trancher. Il ne faut pas jouer, surfer sur la vague, la francophobie pour se positionner. Parce qu'à un moment donné, c'est le partenaire français qui va lui aussi trancher. Comme il l'a dit, si véritablement le ministre de la Défense l'a dit, il y aura forcément une réponse de la France. Et demain, vous avez forcément des relations qui vont être reconsidérées en fonction de ce qui a été dit et des différents propos. Donc, pour moi, il faut arrêter de surfer sur cette vague de francophonie lorsqu'on a un État. Oui. Et Bourema, est-ce qu'ici, il y a des agendas cachés certainement des uns et des autres? Qu'est-ce qui peut expliquer? Moi, je crois qu'il faut... moi, je ne cherche pas à être édifié parce que je crois qu'on est suffisamment édifié par rapport à ce qui se passe si ces questions de gestion, des questions de lutte contre le terrorisme. Non, en fait, mais en réalité, mon intime conviction, effectivement, c'est que cette sortie, elle matérialise ou confirme tout ce qu'on dit de ce gouvernement depuis le début. Il y a un problème de pilotage et de gestion de la communication gouvernementale. Et de management même du gouvernement. C'est un sérieux problème. Et en fait, chacun dans ce gouvernement apparemment fonctionne avec ses convictions personnelles, ses convictions intimes. Et quand il gère les questions relatives à son département, il les fait avec ses propres convictions et les informations à sa disposition. Il les dit en fonction de ce que lui pense être. Or, quand on est dans un gouvernement, admettons même que ce que le ministre de la Défense dit est conforme à la réalité telle qu'elle se pratique sur le terrain. Est-ce que ça devrait pouvoir se dire par le ministre de la Défense qui sait pertinemment effectivement qu'il y a un accord de défense entre le Burkina Faso et la France, et soit dit en passant, il était présent quand on signait la... Il n'était pas encore ministre de la Défense, mais il était présent à Paris. Il était même présent déjà à Paris quand le président du Faso signait l'accord de défense, parce qu'il était déjà haut représentant. Ensuite, il doit avoir certainement en tant que ministre de la Défense, il a certainement copie de cet accord. Oui. Donc, et je sais aussi qu'en tant que ministre de la Défense aussi, à moins qu'il nous fasse l'injure qu'il ne dirige pas son département comme il se doit, il doit avoir des informations réelles si c'est que fait effectivement les différents acteurs sur le terrain. Maintenant, la question de fond, est-ce que, peut-être là où le débat se pose, est-ce que le ministre de la Défense peut parler comme vous et moi quand on a nos convictions? C'est là toute la question. Sinon, dans le fond, moi, j'ose espérer qu'un ministre de la Défense ne peut pas tenir les propos qu'il a tenus s'il n'a pas d'éléments matériels, effectivement, qui lui permet de s'interroger sur ces questions-là. Maintenant, est-ce qu'il pouvait le dire et dans un organe, en sachant effectivement qu'il y a un accord de France? Mais deuxième aspect, c'est que on espère aussi qu'effectivement la partie française aussi va réagir. Oui. Parce qu'il est de bon ton, effectivement, que dans une telle situation, si effectivement les propos sont de nature à discréditer l'action de la France alors qu'il n'en est rien, il faut effectivement aussi que la partie française attire l'attention pour essayer de rétablir les faits. Autrement, effectivement, on est fondé à penser effectivement que ce qui a été dit est conforme à la réalité. Mais, comme l'a dit Hassan, si c'est conforme à la réalité, ça appelle encore une autre réaction de la part du gouvernement, parce que l'État doit assumer ses responsabilités dans ce moment. On ne peut pas signer un accord avec un partenaire en sachant que le partenaire ne joue pas franc jeu, et on continue avec cet accord. En ce moment, effectivement, le président du Faso et tout le gouvernement doivent tirer les conséquences et dénoncer cet accord. D'accord. En attendant d'être édifié les jours à venir sur cette sortie, j'emprunte tout volontiers l'expression à Hyacinthe et à Dieudonné. Et on va poursuivre avec le second sujet de ce débat de presse de ce matin, le report du congrès extraordinaire au CDP et les sorties de cadré Désiré Ouédraogo. Bourema Ouédraogo, est-ce que ici
il n'y a pas une volonté peut-être de l'aile cadrée de vouloir récupérer le parti. Mais c'est tout le problème du CDP depuis le début. Le CDP est un grand parti qui malheureusement a de la peine à s'émanciper des gourous. Un parti qui fonctionne comme le CDP le fait en voulant faire allusion à un président fondateur, on ne sait pas quels sont ses calculs derrière, des tendances, je ne sais comment, beaucoup d'ambitieux, un nouveau président qui veut assumer la plénitude de ses fonctions en tant que président et qui voudrait effectivement s'essayer à la course à la présidentielle. Donc on a un melting pot qui montre qu'effectivement au CDP, on dort sur la même natte mais on ne fait pas du tout les mêmes rêves et qu'on est prêt pour ces rêves effectivement à court-circuiter le parti ou en tout cas la volonté commune de construire ensemble quelque chose parce que la demande est cadrée. Moi j'ai dit, si moi j'étais responsable du CDP, j'allais demander qu'on explique cadrer Désiré Ouédraogo parce que dans un parti qui se respecte et que quelqu'un qui est membre du bureau politique national ne peut pas aller annoncer ses candidatures en dehors des instances du parti et qui plus est, dit que sa candidature n'est pas une affaire de parti politique et que l'élection présidentielle c'est la rencontre entre un homme et son peuple. À ce moment, effectivement, il s'est mis en marge du parti. Et le parti, s'il est responsable, doit en tirer toutes les conséquences et demander à cadrer Désiré Ouédraogo d'aller faire valoir ses droits en tant que citoyen et aller à la rencontre de son peuple sans tenir compte du parti. Là, c'est vraiment une question de logique et de discipline interne au parti. Oui. Deuxième chose. Mais est-ce qu'il a dit qu'il est candidat du CDP? Non, mais c'est ça. Puisque justement, il dit qu'il est candidat. Non, en fait, on subordonne même qu'il est candidat indépendamment. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit clairement. Non, j'ai dit clairement, il n'a pas dit qu'il est candidat du CDP. Et c'est là où ça pose problème. Quand on est militant d'un parti politique et qu'on veut être candidat, ou alors on accepte effectivement de déposer sa candidature dans le cadre des instances du parti qui vont décider, quitte à faire des primaires ou autre chose, en tout cas il y a des mécanismes internes du choix du candidat. Cadre n'a pas voulu effectivement se soumettre à cette discipline du parti. Et là effectivement le parti doit tirer les conséquences. Ça c'est concernant Cadre Désiré Ouédraogo. Concernant le congrès qui a été reporté, il faut reconnaître aussi que Eddy Kombero aussi a fait dans la précipitation et dans l'irrespect des textes. Vous ne pouvez pas avoir un texte, des textes qui disent qu'il faut avoir 600 membres du bureau politique et vous en cooptez 1000 et quelques. Naturellement, vous êtes en dehors, en violation des textes, et les autres sont fondés effectivement à demander effectivement qu'on revienne au respect à ce qui est prévu par le texte. Et une fois qu'on aurait réglé cette question et qu'on aurait ramené le bureau politique à 600 membres, on peut aller au congrès. Parce que tel que c'est fait, on va se retrouver dans un congrès où il y a des gens qui n'ont pas le droit de décider et qui pourront influencer la décision du congrès. Et c'est là tout l'intérêt, et moi je salue au passage effectivement l'action de ceux qui ont introduit un recours en justice, parce que dans une république normalement c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et peut-être que en attendant ce congrès-là, le CDP va pouvoir tirer les conséquences de toutes ces tractations extra-parti ou intra-parti qui risquent de l'exploser d'ici l'élection présidentielle. Parce que s'ils veulent revenir au pouvoir, je crois que ce n'est pas de cette façon-là qu'ils vont y arriver. Yacine Sanou, est-ce que c'est votre avis également? Alors oui, il faut forcément régler cette question. Mais je pense qu'aujourd'hui, Ibrahim l'a dit, ce texte parti-État traverse en fait un choc des ambitions. On l'a vu déjà pour la présidence du parti, avec une lutte avec Brahma Badine d'une part et Eddy. Cette première bataille a été gagnée par Eddy. Cette fois-ci, c'est la question de la candidature à la présidentielle, en tout cas portée par le parti d'une manière générale. On a un peu cette frange, parce que Kadri ne s'est pas encore prononcé, mais c'est étonnant qu'il soit véritablement indépendant sans avoir l'aval de ce classique du parti qui le soutiennent dans toutes ces manifestations. Mais il y a ces lieutenants qui ont commencé à démissionner, par exemple, des instances du parti. Sans démissionner du parti lui-même. Oui, sans démissionner du parti. Il y a cette levée-là de bouclier au niveau de Kadri. Il y a aussi, comme l'a dit Brema, le fait que on a comme l'impression que Eddy aussi a tissé sa toile avec les milliers de membres, parce qu'on imagine que le surplus est acquis à sa cause. En cas de congrès, c'est une chose qui peut pencher à sa faveur pour le désigner candidat donc à la présidence. Donc on a un peu ces jeux de rôle et ce choc des ambitions qui se jouent à l'intérieur du parti. Ce qui est intéressant, c'est véritablement l'expression de la démocratie interne du parti, qu'un militant aille porter l'affaire devant la justice, gagne et revienne donc pouvoir appliquer la décision de justice, c'est déjà à saluer. Il faut aussi espérer qu'on puisse travailler à aller dans ce congrès-là pour pouvoir désigner le candidat à la présidentielle du parti. Bien sûr, les uns et les autres tireront les conséquences qu'il y a lieu d'être.
Oui, Dieudonné. Oui, moi, ce qui gêne aux entournures, c'est que c'est le même BPN, c'est le congrès de 2017. C'est avec ces textes qu'on a déposé au MATEDES pour avoir le récépissé. Donc, avec les 1000 et quelques éléments du BPN. Et à l'époque, justement, l'aile cadrée avait été déboutée, puisqu'ils ont déposé un recours, ils avaient été déboutés par la justice. Aujourd'hui, la même justice maintenant dit aux congressistes, à l'aile et dit d'aller se conformer à l'article 32, c'est-à-dire de ramener les 1200 du BPN à 600 avant de convoquer un congrès. Donc, c'est vrai que la justice ne regarde pas chose, et le MATEDES aussi regarde, voilà, il y a eu les textes, mais il y a quand même un problème. Donc aujourd'hui, la justice a encore désavoué l'exécutif, parce qu'il y a un récépissé qui est là, mais il y a mal donne. C'est ce récépissé que la justice maintenant malmène. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a effectivement un problème, parce que c'est quoi? On a vu que Edi Kombouero aujourd'hui, c'est le président de jure et de fait du CDP. Il a été normalement élu à la suite d'un congrès statutaire. Il n'y a rien à dire. On a aussi d'autre part Kadri Désiré qui avance. Il n'avance plus masqué, même s'il dit que il n'est pas candidat du CDP, mais on le voit venir. Et si vous avez écouté la sortie de Achille Tapsoba, personne n'est dupe. Il disait que le congrès qui devait se tenir le 16, c'est pas pour désigner un candidat, mais c'est pour toiletter les textes. Mais personne n'est dupe, parce que c'était pour voir les modalités de désignation du candidat. Et chacun savait que ces modalités, on allait... Dans une première conférence de presse, je crois que c'était le 11 juin, il a estimé que ce que, comme Bourema le dit, ce que l'aile cadrée a posé comme acte, je le dis tout de go, s'apparente à de l'indiscipline, et dans un parti organisé, on aurait pu... Et hier, je crois qu'il est revenu là-dessus en disant qu'ils ont envoyé des gens à Bobo pour voir un peu comment les choses se passent et puis venir les rendre compte, et jusqu'à présent ils attendent d'avoir... Mais c'est déjà... ça explique que... Ça, on peut comprendre que dans un parti, il y ait des courants centrifuges. Mais là, on n'en est plus là. C'est un combat pour la présidentielle de 2020. Il ne faut pas... Personne ne croit à autre chose. Maintenant, on dit que Edi Kombouero... Moi, je pense que effectivement, même le meeting qu'il a fait à Zignari, j'ai interpellé un de ses lieutenants. Je dis, tandis que c'était avant l'invalidation par le juge, j'ai dit, tandis que le CDP fait son congrès le 16, vous allez faire un meeting le 15. On me dit que non, eux, ils ont programmé leur meeting le 15, avant c'est le CDP. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un combat de titans qui va prendre la tête vraiment, ou qui va être le porte-étendard du CDP. Et si on voit, mais il y a les textes. Il y a les textes, et il y a 2 semaines de cela, nous avons interviewé, par exemple, et ça aussi, c'est un petit échec, je le dis, nous avons interviewé le coordonnateur du Haut Conseil du CDP, Méléré Traoré, parce que dans ces cas-là, si on en est arrivé là jusqu'à la justice, ça veut dire que le Haut Conseil n'a pas joué son rôle, parce que c'est les sages, c'est eux qui devaient pouvoir régler ce problème avant que ça ne fuite. Donc ça veut dire là, c'est un échec partant du Haut Conseil du CDP qui n'a pas su jouer son rôle. Mais effectivement, aujourd'hui, on voit Kadri qui est en train d'avancer sans dire non, je ne suis pas du CDP. Effectivement, si on veut voir stricto les textes, Kadri aujourd'hui, effectivement, on doit statuer sur son cas, dire soit tu réintègres les rangs et qu'on suit les textes, et puis on fait un congrès normal, on désigne le candidat selon la voie indiquée, ou bien tu n'es plus du CDP. Mais je pense que dans ça, le CDP est en train vraiment de s'effilocher. Et pour conclure, c'est le MPP qui boit son petit lait. Xavier, est-ce que Kadri avait le choix? Parce que on avouait aussi de l'autre côté le président du parti qui ne cachait pas non plus ses intentions présidentielles. Justement, on risque d'avoir finalement un candidat plus ou moins légitime et un candidat légal. Parce que, oui, quand vous regardez un peu les choses, par rapport au meeting d'hier à Zignari, tous les caciques du CDP se sont rendus à Zignari
pour au moins dire qu'il a du soutien, il a un soutien de poids. Mais comme Dieudonné l'a dit, moi je voulais souligner le fait que le haut conseil du CDP n'a pas su recadrer les choses à temps. Il faut insister là-dessus parce que le parti a suivi un revers juste après l'insurrection. Et si vous vous rappelez, la candidature de Kadri a été sollicitée à l'époque et ce dernier, en tout cas, n'a pas voulu se prononcer et c'est Edi qui a été choisi. Finalement, la candidature a été invalidée. Donc, avec la situation, on risque d'avoir certainement que le Congrès, si le Congrès se réunit dans les jours prochains, ils vont certainement entériner la candidature d'Edi Kongwebo parce que légalement, voilà justement, puisque comme Achille l'a dit, c'est un acte d'indiscipline, il faut sanctionner naturellement. Et on aura un président légal et un président légitime plus ou moins parce qu'il a su mobiliser en tout cas les caciques au regard de ce qui s'est passé à Zignaré. Il a pu mobiliser un grand nombre de caciques du CDP derrière lui. Donc, on attend de voir. Oui. Même si la question de la légitimité je ne suis pas forcément d'accord avec vous parce que quand on regarde toutes les sorties d'Edi, je me rappelle la personne qui a pu ébranler autant de monde en dehors de ces rocs et puis les Salif, les trios quand ils avaient créé le MPP. On n'a pas vu ça. Quand tu vois les sorties d'Edi, on peut effectivement dire aussi qu'il y a une certaine légitimité populaire. À ce niveau-là, chacun essaie effectivement. Maintenant, ceux qui se sont retrouvés, moi je crois même que c'est une chance pour Edi. Parce que les caciques, effectivement, Edi, si on veut avoir un bon discours politique aujourd'hui, on peut dire que ce sont ces mêmes caciques qui nous ont conduits à l'insurrection populaire de 2014. Et effectivement, c'est le discours aussi lequel Edi peut servir effectivement pour dire avec le CDP nouveau, nous partons plus sur les anciennes valeurs qui a plongé le pays, nous partons sur un CDP nouveau avec des valeurs nouvelles, des gens qui croient en la démocratie, qui ne croient pas à des individus, mais en la démocratie, au principe effectivement et au texte. C'est ça là où il y a la différence. Malheureusement, et c'est ça je dis, l'une des faiblesses de Kadri Désiré Birao, c'est de toujours traîner comme un boulet avec lui, tous ces caciques là, qui effectivement, moi je ne vois pas, parmi eux, il y a très peu même qui ont une bonne base. Parmi eux, malheureusement, on enlève Salia Sanou, on enlève un certain nombre. Le reste là, il y a combien qui ont une vraie base dans leurs provinces respectives parmi ces caciques là? Parce qu'il était tellement simple de faire du monde à l'homme de Blaise Compaoré, mais quand on va tout seul, on sait qui est qui. Donc la réalité aujourd'hui, moi je crois que c'est beaucoup plus profitable. Vraiment, quand même, bon, on est au Burkina, ce que tu dis, si on était dans un pays normal, bon, ça marchait. Mais le Burkina n'est plus normal, comme disait un haut responsable de ce pays. Est-ce que le Burkina aujourd'hui, c'est un pays normal? Non, si on veut être vraiment dans l'absolu. Les caciques dont tu parles, qui suivent des îles, malheureusement, il y a certains quand même qui électoralement pèsent dans leur fief, qui ont des passions. Moi, je ne les connais pas. Je ne veux pas, mais qui perdent dans leur passion. Et malheureusement, les gens souvent sont frappés d'amnésie. Toi, tu parles de l'insurrection de 2014. Mais je te dis que si aujourd'hui il y a élection, ce n'est pas sûr que les gens vont se souvenir. Mais il y a des gens dans leur province, si tu arrives, c'est le fils de la province qui a cité Salia. Mais il y a d'autres, je peux te citer d'autres noms, qui dans leur province, en tout cas rien que leur nom, en tout cas tu ne peux pas les battre. Ils se sont fait tout petits parce qu'ils ont été frappés par là donc pour beaucoup de raisons. Voilà, bon, voilà, donc on peut les battre. Il y a ça. Mais il y a aussi le fait que, bon, je pense que l'un dans l'autre, il faut quand même que, et je l'ai dit, bon, le mot, et on dit que c'est un gros mot, il faut que la figure totémique là, du CDP, le militant émérite, Blaise Compaoré, depuis Abidjan, qu'il fasse une sortie, parce que c'est quoi? Chacun dit non, j'ai le quitus de Blaise, et dit que voilà, j'ai le quitus de Blaise, et Kadri aussi, on dit, voilà. Donc bon, mais le gars dans l'interview qu'il nous a accordé, il dit que lui, il n'est pas pour justement que le candidat d'un parti qui veut l'impérium, qui veut le pouvoir suprême, soit désigné par un homme à l'extérieur, fût-il le fondateur du CDP. Mais je pense qu'on peut relativiser la sortie de Blaise en disant, si Blaise tant est que c'est lui qui doit choisir, qu'il fasse une sortie disant, c'est ça même un peu en 2014, on avait dit, Blaise,
on ne veut plus de toi, mais choisis un candidat du CDP, nous allons le... Je pense qu'aujourd'hui, sa sortie gagnerait vraiment à clarifier aussi, parce que oui, il tient quelque part, puisque les gens vont, beaucoup disent que non, je suis allé le voir, je suis allé... Qu'il fasse, comme dit la Bible, Blaise, dites seulement une parole et le CDP sera peut-être sauvé. En attendant certainement que Blaise dise une parole et que le CDP évite l'implosion, comme le craignent beaucoup d'observateurs, nous on va poursuivre sur ce plateau avec le troisième sujet, la reprise du procès du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Depuis cette reprise, c'est les plaidoiries de la partie civile et on l'a vu, les avocats des victimes se sont succédés Hyacinthe Sanou qui pour expliquer un peu ce qu'il faut avoir comme catégorisation des accusés, qui pour expliquer que le procès n'est ni politique ni une volonté de vengeance. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je me garderai de commenter les plaidoiries des avocats, mais il faut dire qu'il y en a en tout cas qui, dans le style, en tout cas, m'ont assez saisi. Alors, ça, c'est les avocats de la partie civile. On attendra de voir les plaidoiries aussi de la défense, qui ne vont pas manquer d'avoir autant de style, autant de longueur pour certains, parce qu'il y a certains avocats qui ont pris tout leur temps. Bien sûr, je pense que toujours est-il qu'on est dans une phase finale presque du procès, et c'est ce qu'il faut retenir. On est dans une dernière ligne droite, en tout cas, qui peut espérer qu'on ait enfin la fin de ce procès avant un deuxième anniversaire, donc une deuxième année de ce procès le 27 février prochain. Donc je pense que après la partie civile, la défense et les réquisitions du procureur militaire, on pourra donc espérer en tout cas le verdict et enfin savoir qui a fait quoi en septembre 2015 au Burkina. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir véritablement en fonction des sorties aussi des uns et des autres, ça peut plus ou moins contribuer. Oui, et Dieudonné. Oui, bon, vous savez que les décisions de justice, les médias ne doivent pas commenter. Et puis, qui plus est, on est en plein procès, parce que c'est les plaidoiries. Mais c'est vrai que, bon, il y a eu les parties civiles et ça rappelle un peu dans le style les sorties des maîtres Jacques Vergès, le salaud lumineux, ou bien de William Bourdon, l'avocat à la crinière de Lyon. Donc, ça, c'est dans le style, bon, Yacine n'a pas voulu citer, mais on peut citer des noms, hein. Il y a Maître Yanongo Pierre, il y a Maître Guy Hervé Kam. Bon, donc, bon, c'est des plaidoiries vraiment, bon, qui valent ce qu'elles valent, c'est chapeau. On attend maintenant celle de la défense et puis les réquisitions. Et, in fine, on espère vraiment, d'abord, que on saura la vérité, qui a fait quoi, la justice sera dite, et que moi, ma crainte, qu'on ne sorte pas de ce procès avec un putsch qui a été fait, mais sans putschiste. Parce que moi, c'est ma grande... Parce que depuis quand on suit les minutes du procès, jusqu'à présent, moi, il y a eu putsch, mais personne n'a été l'ordonnateur, personne n'est responsable. Chacun se dit non, voilà. Mais on a un putsch sans putschiste. J'espère que vraiment, moi, c'est ce qui vraiment va m'étonner. Oui, les juges sont éclairés et éclairants et on verra la suite. En tout cas, moi, je crois qu'il y a des putschistes. Au tribunal militaire de dire qui sont ces putschistes-là. Parce qu'on lui a présenté un certain nombre d'acteurs en disant que c'est eux les présumés putschistes. Il appartient effectivement au tribunal militaire de nous dire c'est que dans tous les cas, les accusés sont dans les bons droits parce qu'ils ne vont pas venir dire je donne ma tête, je mets ma tête à la guillotine. Donc ils ont essayé de se défendre. Mais non, ils ont essayé de chacun a essayé de se défendre. Mais la vérité, mais jusque-là, que ce soit des débats jusqu'au plaidoirie, il y a au moins des choses qui sont constantes. Il est clair que le 16 et 17 septembre 2015, des gens ont arrêté le président du Faso et les membres du gouvernement. Oui. Quelqu'un s'est proclamé président du Faso, en l'occurrence le général Gilbert Diendéré. Ouais. On a des éléments qui montrent que des gens sont sortis, ils ont tiré sur des gens, des éléments vidéo. Non, il appartient au tribunal. Le général dit que en fait, il a pris, ça c'est normal. Il a pris les devants parce que dans tous les cas, on ne va pas prendre la décision à la place du juge. On va pas prendre la décision à la place du juge, mais on sait effectivement qu'il y a des faits sur lesquels effectivement c'est constant et c'est connu de tous, c'est pas des faits qui se sont cachés, qui étaient cachés, c'est connu de tous et de l'autorité publique. Deuxième chose, c'est que pour revenir au plaidoirie, c'est
C'est que ce qu'on voit, c'est que les partis civils ont tenu clairement à lever un certain nombre de préalables avant de citer les responsabilités des uns et des autres. Moi, je ne viens pas sur les responsabilités parce que là, il appartient au tribunal. Mais si les préalables, je crois que c'est important de retenir. Que les partis civils disent, effectivement, qu'il faut que le tribunal, dans la décision du tribunal, on se rende compte, effectivement, que ce n'est pas un procès politique, mais un procès bel et bien basé sur des faits, qui est que des gens ont opéré un coup d'État et que des Burkinabés ont été tués avec la complicité d'autres Burkinabés. Ça, c'est le premier préalable. Deuxième préalable, c'est de dire en sorte que la décision du tribunal militaire est un élément, pourra constituer un élément de renforcement de la démocratie. Parce que l'état de droit ne peut pas se gargariser de l'impunité des crimes aussi odieux que ce qu'on a vécu les 16 et 16 septembre et jours suivants en 2015. Donc il faut effectivement rompre avec l'impunité. Deuxième chose, et troisième chose, c'est que ce procès-là devrait effectivement, à travers la décision qui vient, permettre au Burkina, effectivement, de mettre définitivement fin, effectivement, à ces, comment on appelle, au règne de ces gens d'officiers de l'armée qui pensent que, parce qu'ils portent des galons, ils leur investissent le pouvoir de prendre le pouvoir d'État à un moment donné parce qu'ils estiment que ce n'est pas conforme à leurs aspirations. Et ça, effectivement, ce procès doit pouvoir, avec une décision exemplaire, nous aider effectivement à ramener l'armée à la caserne et à son rôle premier de protection de du territoire national des Burkinabés et de leurs biens. Parce qu'il ne faut pas effectivement que ceux pour qui nous payons les armes pour nous défendre, soient ceux qui prennent nos armes pour tirer sur nous. Il faut que ça finisse. Et c'est là tout l'intérêt effectivement d'un tel procès. Maintenant, toutes les interprétations politiciennes que les gens ont fait, comment ça fait, c'est leur problème. Et nous espérons effectivement que le tribunal pourra s'élever autour de toutes ces considérations. Karl a dit dans sa plaidoirie que le tribunal est tenu de dire le droit, les questions de réconciliation. Exactement. C'est vrai qu'il y en a qui sont venus invoquer la réconciliation. Voilà. Mais comment voulez-vous faire une réconciliation alors qu'il y a des faits graves qui traumatisent des Burkinabés dans leur chair et dans leur quotidien, et vous voulez faire la réconciliation sans qu'ils ne sachent effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Le minimum, c'est de leur dire, voilà ce qui s'est passé, et au nom de vivre ensemble, on vous demande de pardonner. Mais personne ne va pardonner à quelqu'un qu'on suspecte d'être celui qui a tué mon fils, mon père ou mon frère, et qui vient de façon arrogante dire que je n'ai rien fait, et que je vais lui pardonner sur quelle base, puisque lui-même dit qu'il n'a rien fait. Oui, je pense qu'il faut aussi se féliciter de la reprise de ce procès après 49 jours de suspension parce que beaucoup n'y croyaient pas avec le départ du procureur Alioune Zanré qui a été commis à d'autres fonctions. Beaucoup n'y croyaient pas à sa reprise et aussi avec le mouvement des avocats qui avaient un peu plombé un peu le procès. Mais il y a un fait aussi qu'il faut noter, le cas d'Ibril Bassolé où le tribunal a ordonné, ou du moins a décidé, le fait qu'on va désormais lui faire le compte-rendu du procès à la maison, même si il n'avait pas de certificat médical pour donner la preuve du fait qu'il ne pouvait pas se déplacer au tribunal, parce que ça a fait aussi débat avant la reprise des plaidoiries. Voilà. Oui. Et juste pour terminer sur ce point. Oui, pour terminer, effectivement, aujourd'hui, on met la balance sur la réconciliation et puis la justice. Est-ce qu'il faut sacrifier la justice sur l'autel de la réconciliation? Non. Si on devait choisir ça, peut-être fallait choisir la justice transitionnelle. Et puis là, peut-être on peut dire qu'on peut faire. Aujourd'hui, on est dans une justice classique. On a un procès. Il faut qu'il y ait un verdict. Après, on peut faire la réconciliation. Or, aujourd'hui, il y en a qui brandissent ça comme un pare-feu, comme un chiffon rouge. Ah non, vous voyez, on aurait dû faire un arrangement. Vous voyez, ce procès va... Voilà. Donc, quand on dit ça aussi, souvent, on est un peu réservé parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent qu'on arrête le procès, dit voilà, on arrête le procès, on va faire la réconciliation. Mais il y a quand même des faits, effectivement, gravissimes qui sont passés. Il y a un procès qui est là depuis plus d'1 an. Il faut en finir, quitte après à tourner la page. Parce que il y aura l'appel. Parce que sinon, si on fait ces arrangements d'arrière-boutique là, après, on n'a pas tourné véritablement la page
et ça nous La question rattrape de la toujours. réconciliation Voilà. peut être toujours truc. Xavier Belem-Nigré, quatrième sujet, c'est le BEPC et avec ses résultats quelque peu catastrophiques. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, bon, il faut peut-être attendre les résultats définitifs après le second tour pour vraiment juger réellement de ce qui s'est passé. Mais moi, je vois un peu, je pense que beaucoup d'enseignants ont dispensé les cours un peu dans la psychose avec le terrorisme. Si vous voyez un peu dans certaines localités, on a dispensé les cours un peu la peur au ventre, ça a certainement joué. Il y a aussi le niveau d'ensemble qui baisse, il faut le dire objectivement. Si vous avez des enseignants d'université, si vous voyez même, il y a des gens qui ont fait des mémoires sur l'évolution du niveau des élèves, ça baisse drastiquement d'année en année. Je pense que ce sont ces deux phénomènes, de mon point de vue, qui ont dû impacter sur les résultats du premier tour. Mais on va attendre certainement le second tour pour voir. Oui, Yacine Sanou, est-ce que ça reflète le niveau de l'enseignement burkinabé? Je vais me répéter, mais il faut attendre d'être édifié par les résultats sur le second tour pour avoir réellement le taux de succès au BPC 2019. Parce qu'on a des taux antérieurs qui tournent à moins de 30%. Donc, il faut voir. Une session de rattrapage, juste. C'est les deux cumulés qui feront donc le taux de succès. Que ce que vous ayez au premier ou au second tour, ça compte plus lorsqu'on fait la moyenne du taux de succès. Donc, il va falloir attendre cela pour pouvoir savoir si on a régressé ou on a pu donc franchir la barre des 40% qu'on n'a plus franchi depuis 2015, avant de pouvoir faire le lien avec une éventuelle baisse de niveau. Mais toujours est-il que, en tout cas, quelle que soit la façon dont les cours ont été donnés ou pas, ce qui a été donné aux élèves sur les tables d'examen, c'est bien des sujets dans le programme qui leur ont été essayés. Donc, on pourra, en tout cas, lorsqu'on aura le taux de succès définitif, décortiquer pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement. Oui, Bourema, vous plaidez également pour cette prudence? Bon, je crois que les acteurs eux-mêmes déjà commencent à s'inquiéter du taux de 600 en disant qu'effectivement c'est catastrophique par rapport aux années antérieures. Mais en fait, ils évaluent par rapport au premier tour des années antérieures. Et si on regarde effectivement, selon ceux qui ont un certain nombre de données, il y a eu effectivement un recul. Mais ça interpelle aussi effectivement il faut qu'on se pose sérieusement des questions sur notre système éducatif dans sa globalité. Comment on est organisé, comment on forme les enfants à l'école. Est-ce que les programmes tels qu'ils sont édictés, est-ce que les gens arrivent effectivement à dérouler normalement les programmes comme il se doit dans les salles de classe, parce que celui qui compose, il le compose en fonction du programme de l'année. Maintenant, est-ce vérifier que toutes les classes et toute l'étendue du territoire ont pu avoir les cours conformément au programme qui a été établi et ont pu épuiser tout le programme de l'année. Ça aussi, effectivement, il y a une réflexion de fond qu'il faut qu'on engage. Peut-être que, est-ce que le cycle normal d'octobre à juin est le bon pour pouvoir continuer effectivement à inculquer le savoir aux élèves? Tout ça, c'est des questions de fond qu'il faut effectivement qu'on repose le débat et regarder si on ne va pas continuer effectivement à faire semblant de... parce que si on a des milliers d'enfants qui vont au BBC et qu'il y a très peu qui franchissent les cas pour aller au second cycle, ça pose un problème. Je crois que deuxièmement aussi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a quand même déjà des écoles qui montrent que c'est des écoles où la formation est d'une certaine rigueur et de qualité. Parce que si pendant que d'autres font 11%, il y en a qui font 100%. Donc il faut reconnaître qu'il y a des écoles où effectivement l'enseignement est de qualité et il faut effectivement... On a vu que la plupart des écoles confessionnelles... En fait, exactement. Donc il faut effectivement qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on a les mêmes... Voilà, il faut qu'on... Est-ce qu'on peut les ramener dans la balance? Parce non, mais il faut qu'on s'inspire aussi. Lorsqu'on choisit les meilleurs, naturellement, on va vers il faut qu'on s'inspire aussi de bon. Parce qu'il faut aussi que, comme on est en train de construire des salles de classe et autres, on est en train de mettre à niveau le nombre d'élèves par classe, il faut aussi qu'on s'inspire aussi par rapport aussi à la qualité de l'enseignement. Parce que moi, je ne crois pas seulement que c'est parce qu'on a choisi des élites, mais je crois aussi que la manière de dispenser l'enseignement aussi, à un certain niveau aussi dans ces écoles-là, qu'il faut effectivement construire. Peut-être aussi qu'il faut aller voir qu'est-ce qu'ils font faire de bien là-bas qu'on peut répliquer dans d'autres écoles. D'accord. On reviendra sur les résultats des examens 2019 au Burkina Faso, certainement dans d'autres numéros de débat de presse. Mais juste un mot sur la Côte d'Ivoire et le Ghana, Dieudonné, qui se sont entendus pour dire on ne va plus vendre notre cacao à vil prix.
Oui, je crois que ces deux pays ont décidé de faire une mercuriale du prix du cacao et ils ont fixé le prix plancher à $2600 la tonne. Voilà, bon, ce qui est normal parce que, bon, non seulement les producteurs se sentent grugés, l'État ivoirien est grugé parce que c'est le même cacao, on vient prendre ça à un prix vraiment dérisoire, on s'en va faire le chocolat, on revient nous vendre ici à prix d'or et je pense que non, c'est vraiment un acte à saluer parce que c'est quand même c'est le premier producteur, non? La Côte d'Ivoire, non? Le premier, le deuxième. Donc je pense que s'ils tiennent, ils ne pourront qu'imposer vraiment leur dictat parce que c'est aussi de bonne guerre et commercialement, je crois qu'ils ont eu le nez creux de faire cette jonction-là pour exiger ce prix plancher-là. Oui, et c'est un accord, oui. Tout simplement, je vois les images de coton défiler derrière vous. Je me dis pourquoi pas le Burkina et le Mali aussi s'inspirer de cet exemple dans le cadre du coton, parce qu'on a autant de production dont on ne mesure pas, dont on ne maîtrise pas les coûts à l'international. Lorsqu'on travaille à la base avec une certaine union, à fixer certaines conditions, on peut travailler ensemble en tout cas à pouvoir fixer les prix et aussi travailler à long terme à cette fameuse transformation sur place. Oui, ça doit s'appliquer à toutes les matières premières aussi que l'Afrique exporte à vil prix à l'international. Les Africains doivent effectivement, la Côte d'Ivoire, et ce que la Côte d'Ivoire et le Ghana viennent de nous donner, c'est un exemple qui doit servir à l'ensemble des pays africains. Il y a aussi notre or, notre coton. Est-ce qu'on va continuer à exporter les matières premières de façon brute au prix fixé par les multinationales ou l'international et que nous subissons alors que ce sont nos matières premières qui plus est effectivement pourrait à un moment de certaines matières même comment on appelle, ne sont pas renouvelables. Donc du coup effectivement il faut qu'on en profite au maximum au lieu de brader à l'état naturel comme on assiste actuellement. Ok, Jadier, on termine avec c'est juste quand ça peut tenir parce que si vous voyez le Ghana n'a pas le même acheteur que la Côte d'Ivoire. Donc on est inquiet par rapport à vraiment le fait que ce prix plancher-là pourrait être respecté par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Je crains fort que la France ne s'ingère peut-être dans l'industrie ivoirienne pour changer les donnes à la dernière minute au regard de ce qui se passe. Parce que quand vous voyez avec ce que les producteurs ont décidé, on a senti qu'il y a eu un tollé au niveau de l'Occident. Les coûts ont dû changer avec le temps et c'est la preuve que cette union inquiète les Occidents. Mais je crains fort que la France, qui achète majoritairement le cacao ivoirien, ne puisse s'ingérer et puis influencer les producteurs et qu'ils ne puissent pas s'entendre pour vraiment s'unir avec le Ghana pour un même prix. Les jours à venir et les mois à venir nous situerons certainement sur cet accord historique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana dans la vente de leur cacao à l'international. Merci à tous les quatre d'être venus pour ce débat de presse de ce dimanche. Nous voulons souhaiter heureux ménage à Aboubacar Sayon qui vient de se mettre la coupe hier à Banfora et on lui souhaite beaucoup de bonheur. Et puis, comme on le dit, le ménage à lui. Et beaucoup d'enfants. Voilà. Merci à vous d'être venus. Merci à Bourima Ouedraogo, merci à Yacine Sanou et à Xavier Bélémigré d'être venus pour le débat de presse d'aujourd'hui. À dimanche prochain pour un autre débat. Merci pour votre attention et à bientôt.